Rebonjour à tous, ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'Inbound Marketing France pour une table ronde, un échange vraiment très intéressant, vous allez voir, c'est passionnant. On va parler de la place de l'intelligence artificielle dans les chaînes de valeur de l'information. Pour vous en parler, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec 3 spécialistes, 3 experts qui maîtrisent parfaitement ce sujet. C'est vrai que si on parle un petit peu de la problématique, on se dit, bon, l'intelligence artificielle, elle est en train de prendre de plus en plus de place autour de nous, dans nos vies. Et puis, dans nos contenus, ça se passe comment? Voilà, puisqu'on dit toujours que chaque consommateur, chaque lecteur est unique. Eh ben, on va voir ça avec nos 3 invités aujourd'hui. Comment on peut faire pour utiliser l'intelligence artificielle? Quels sont les écueils à éviter? Quelles sont les choses trappes, les pièges? Et puis quelles sont aussi les bonnes pratiques pour réussir à utiliser cette fameuse IA dans la stratégie de contenu, dans cette chaîne de valeur? Pour échanger sur ce sujet passionnant, j'ai le plaisir d'être accompagné par Hélène Azevedo, qui est avec nous. Voilà, bonjour. Bonjour. Hélène. Elle est directrice marketing à temps partagé pour ses clients. On a aussi notre ami Claude Deloupi qui est là. Il est président et cofondateur de C-Labs. Bonjour. Claude, bonjour. Et puis, last but not least, notre ami Benoît Raphaël, qui est CEO et cofondateur de Flint Media. Coucou Benoît, ça va? Bonjour. Bonjour. Première question pour nos invités. Quand on parle de l'intelligence artificielle dans la chaîne de valeur de l'information et des contenus, en fait, on parle de quoi? J'aimerais commencer par toi, Benoît. Le premier mot qu'il faut retenir quand on parle d'intelligence artificielle, c'est le mot bullshit. Et il faut bien comprendre ce qu'on entend par intelligence artificielle, parce qu'en fait, on a tendance à confondre les algorithmes et le machine learning. On dit souvent que l'intelligence artificielle s'écrit en PowerPoint et que le machine learning s'écrit en Python. Donc, pour donner un exemple, pour bien comprendre la différence entre les algorithmes d'automatisation, on va dire quelque part, et l'intelligence artificielle, je vais vous expliquer ce qu'on fait en 2 mots, ce que fait Flint. Flint permet maintenant d'avoir comme un journal personnalisé à composer soi-même, dont on est le propre rédacteur en chef ou rédactrice en chef. Tout ça sous forme de newsletter personnalisé. Et donc, on a fait une vraie séparation du travail entre les robots et les humains. Les robots, eux, ils s'occupent de faire un tri de l'information de qualité. Et puis les humains, ils vont proposer des rubriques où ils vont plus se porter sur l'analyse ou la pédagogie pour travailler son esprit critique. Donc on a bien les deux. On compose soi-même ses propres algorithmes de recommandation. Et donc un algorithme de recommandation qui va aller chercher, là pour le coup pour Flint, d'aller chercher les contenus les plus intéressants, les plus pertinents, les plus riches. Si on se contente de faire de l'automatisation, c'est-à-dire d'aller faire un tri selon des règles qu'on a prédéfinies, par exemple, si vous voulez chercher des articles sur le marketing, comment est-ce que vous allez... Déjà, vous voyez le problème, vous allez avoir 40 millions d'articles qui vont arriver chaque jour. Comment le robot va trier? Comment il trie le bullshit du vraiment utile, du vraiment intéressant? Et c'est là que l'algorithme qui ne se contente pas d'automatiser, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire il va essayer de prédire les contenus les plus pertinents, donc de prédire la recommandation la plus pertinente pour chacun. Et pour le faire, en fait, le machine learning lui permet en fait petit à petit de s'améliorer et surtout d'établir ses propres règles, parce que la qualité, elle se définit pas en un terme, elle se définit pas en un hashtag. C'est lui qui définit ses propres règles. Donc on voit bien que l'intelligence et le machine learning, donc l'apprentissage automatique, permet au robot de définir mathématiquement ses propres règles qui vont lui permettre de trouver le contenu le plus pertinent pour lui. Ok, on a bien compris. Donc le robot, il permet d'enlever le bruit et puis de faire ressortir les éléments les plus saillants. Hélène, même question pour toi. Quand on parle de l'intelligence artificielle dans la chaîne de valeur de l'information et des contenus, on parle de quoi? Alors moi, je vais rebondir par rapport à ce qui a été dit, parce que moi, je viens avec ma casquette de marketeuse, donc pas du tout tech comme les 2 autres intervenants. Donc pour moi, ce qui est important, c'est mes clients. Mes utilisateurs. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce que je vais leur proposer à eux individuellement pour améliorer l'expérience de mes utilisateurs. Donc c'est vrai, c'est aller chercher la bonne information, c'est aussi la vérifier, la valider et mieux la diffuser. Donc c'est pas un discours tech que je vous apporte, mais je pense que c'est important de bien redéfinir ça d'un point de vue métier. C'est très clair. Merci à tous les deux. Je vais passer maintenant le micro à Claude. Toi, ton point de vue, tu peux aussi l'expliquer pour les enfants d'Hélène, n'hésite pas. Oui, je vais essayer, mais c'est difficile de rebondir sur la définition par bullshit parce que je ne vais pas arriver à faire mieux. Donc en fait, moi j'aime bien revenir aux définitions des pères de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce que disait Minsky, c'est que l'IA, c'est dès qu'une machine fait quelque chose qui, si c'était fait par un humain, demanderait de l'intelligence.
Donc il ne s'agit absolument pas de l'intelligence de l'outil, il s'agit du fait que si c'est un humain qui le fait, il faudrait le faire avec de l'intelligence. Ça redéfinit bien les choses parce qu'effectivement la machine, alors là aussi un bon mot de Benoît, la machine est con, et c'est vrai, et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est juste un moyen de faire des choses. Et typiquement dans la chaîne de l'information, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, puisque dès les premiers correcteurs orthographiques, il y avait de l'IA à la disposition de tout le monde pour traiter de l'information, créer de l'information. Et depuis, effectivement, il y a beaucoup plus d'outils, il y a beaucoup plus de choses qui se font là-dessus pour faire beaucoup de choses, pour aller plus vite, pour aller faire des choses mieux, de manière plus effective, pour récupérer des sources de manière plus rapide et moins coûteuse en temps. Donc tout ça, c'est vraiment des outils qui permettent d'aider à créer et à suivre l'information. Merci à tous les trois. On voit bien que vous avez finalement des définitions assez proches les uns des autres. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous différencie vraiment tous les trois. Hélène? Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Une nouvelle fois, moi, je viens du métier de marketeur. Ça fait 20 ans que que j'ai évolué dans le métier du marketing. Et c'est vrai que cette casquette-là, elle est importante. On ne fait pas de la tech, on ne fait pas de l'IA juste pour faire de l'IA. On n'intègre pas des outils juste pour les outils. C'est important de garder en mémoire l'objectif recherché. Et c'est vrai que je pense que c'est excellent d'intégrer cet élément-là, même si ça peut être compliqué d'intervenir auprès pas génie, mais d'experts comme vous sur le sujet. Mais c'est important pour bien garder en mémoire l'importance du métier, de l'opérationnel, l'objectif qu'on recherche. Et c'est avec cet objectif-là que j'interviens aujourd'hui. Et merci de l'invitation. Magnifique. Et le mot génie a été prononcé. Claude, c'est donc à toi de prendre la parole. Qu'est-ce qui te différencie des deux autres? Non, alors en l'occurrence, ça ne convient pas du tout. Moi, effectivement, je suis plutôt le tech de la bande. Moi, je suis plutôt informaticien. Alors, pour me sauver, je viens d'une famille purement de littéraire. Donc, je me suis rattrapé en faisant du traitement de la langue, ce qu'on appelle le NLP. Et donc moi, j'ai cofondé, je dirige Syllabs, qui produit des textes de manière automatique. C'est-à-dire qu'on prend des données structurées et on va produire des textes, des contenus à partir de ces données. On travaille pour des médias, on travaille pour Le Monde, Radio France, Ouest France et plein d'autres. On a fait l'AFP, on va faire l'agence de presse marocaine, etc. On travaille dans l'immobilier. Il y a plus de 1000 agences immobilières qui nous utilisent pour créer les annonces à partir des caractéristiques du bien. Et donc, quand vous cherchez un appartement, quand vous voyez des annonces mal écrites avec des fautes, c'est pas nous. Quand il n'y a pas de faute, généralement, c'est nous. Voilà. Parce que, pour tout vous dire, d'un point de vue historique, on nous a dit, mais moi, j'en ai marre d'avoir mes agents qui produisent des annonces toutes pourries avec des fautes partout. Est-ce que la machine pourrait faire mieux? Donc, c'est comme ça qu'on a créé l'outil. Et donc, nous, on est plutôt sur le côté production de contenu. On travaille aussi e-commerce, e-tourisme et plein d'autres domaines. En garantissant la qualité des contenus qu'on produit, mais évidemment sans aller jusqu'à prétendre qu'on va faire aussi bien qu'un humain qui écrit bien. On dit juste qu'on écrit mieux qu'un humain qui écrit mal, et que ce qu'on écrit sera juste et bien écrit. Benoît, pour ceux et celles qui sont avec nous, qui nous regardent en ce moment, comment tu définis ton métier? Qu'est-ce qui te différencie? Nous, déjà, la première chose, c'est qu'on travaille pour l'intelligence humaine. Et c'est la principale chose qu'on fait. On utilise l'intelligence artificielle pour améliorer l'intelligence humaine. Et pour être intelligent, il faut éliminer un premier truc, c'est le stress. Le stress, qu'on a trop d'informations. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Parfois, c'est contradictoire. On perd du temps parce qu'il y a une masse, puis on rate des choses. Donc ça, c'est extrêmement stressant. Donc c'est l'alliance d'abord d'un journaliste, moi je suis journaliste, et d'ingénieurs, donc eux c'est la technologie, et c'est surtout en fait l'alliance de trois intelligences qui sont l'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence humaine, c'est-à-dire que chaque utilisateur va interagir avec la technologie pour pouvoir améliorer ce qu'on lui recommande. Donc pour ça, il faut de la transparence, il faut qu'ils comprennent bien comment marche la technologie, ce qui n'est pas du tout le cas de Facebook, par exemple, qui n'explique rien à ses utilisateurs qui subissent la technologie. Et puis également l'intelligence collective, c'est-à-dire que la communauté peut discuter entre eux, les expertises peuvent parler entre elles, et les robots sont entraînés par une communauté de personnes et bénéficient de l'expertise de l'ensemble. Il faut pour bien comprendre pourquoi c'est important de travailler sur l'intelligence humaine, c'est que
un robot, ce n'est qu'un outil. Et si vous montez une boîte avec des artisans, vous pouvez avoir les meilleurs outils que vous voulez. Si vos artisans ne sont pas bons, en fait, l'outil ne fait pas l'intelligence et la performance. Donc, travailler sur l'intelligence humaine, il ne faut pas oublier que le robot n'est qu'un outil pour les êtres humains. Il faut bien travailler cet outil, il faut bien s'en occuper, mais le but, il ne faut pas l'oublier, c'est de faire en sorte qu'on soit capable, nous, de prendre des bonnes décisions et d'être un peu visionnaire par rapport au monde qui est en train de se créer aujourd'hui. On remet donc le robot à sa place. Si on parle maintenant des consommateurs, de celles et ceux qui vous consomment, qui consomment les contenus, le fait qu'il y ait cette mise en place de l'IA dans l'information des contenus, ça change quoi, Claude ? Ça change beaucoup de choses pour alors déjà pour les lecteurs. Hein, si je prends ce qu'on fait nous à Scilabs, on donne la possibilité à n'importe quel internaute de trouver une information qui le concerne vraiment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on prend par exemple les élections qu'on a traitées dimanche dernier, comme depuis 6 ans. On produit un article écrit spécifiquement pour un village de 70 personnes. Ça ne pose aucun souci. Demander à un journaliste de faire ça, ce ne serait absolument pas rentable. Ce ne serait pas possible. Donc en fait, on permet de produire une information. On permet de produire une information pour chaque besoin. Donc c'est vraiment l'une des différences pour les lecteurs. Et après, effectivement, pour les producteurs, ça permet d'aller arroser toute la population qu'ils ont besoin d'arroser sur toute la longue traîne qui d'habitude n'est pas rentable à traiter. Benoît, de ton côté, les enjeux pour le consommateur de contenu ? On sort de 10 années d'un mythe total de l'automatisation. C'était absolument fascinant. Toutes les startups imaginaient qu'on allait disrupter, pour reprendre ce terme, qu'on appelait la disruption. On allait disrupter le marché grâce à l'automatisation. L'automatisation a des vraies valeurs, mais on en finit par oublier en fait l'utilisateur en face. En fait. Et on s'imagine que plus on fait les trucs rapidement, plus on automatise et on obtient des espèces de résultats qu'on peut récolter en data, eh bien on touche le Graal. Or, on se rend bien compte qu'en automatisant, on amplifie les biais et à la fin, on finit par avoir des effets de bord que l'on voit aujourd'hui avec la démocratie, mais aussi avec une certaine inefficacité des techniques automatiques. Donc ce qui est important, c'est de donner à l'utilisateur des bons outils et surtout de faire de l'utilisateur ce qu'on appelait dans l'alimentation le consomme-acteur, c'est-à-dire en fait rendre responsable le consommateur et faire en sorte que lui-même soit beaucoup plus responsable de ce qu'il consomme, parce que c'est dans cet échange-là en fait qu'on arrive à améliorer l'ensemble du système. Hélène, ton point de vue sur ce conso-acteur ? Je suis totalement d'accord, d'autant plus qu'avec ces technologies, il est essentiel qu'on soit et qu'on reste nous-mêmes curieux de l'information qu'on reçoit. Donc ça demande, dans cette idée d'être acteur, d'aller chercher à vérifier, à prendre différentes sources et à remettre finalement en question tout ce qu'on voit. Donc c'est compliqué parce que ça demande l'humain est fainéant. Si on a une information, c'est simple de la regarder, point final. Donc là, ça nous oblige à toujours remettre en question ce qu'on voit et finalement développer la créativité, curiosité et aller chercher l'extra-information. Pas mal de chercher l'extra information. J'aime bien le système. On est très gourmand ici et on veut des cas d'usage. J'ai demandé à Claude de nous donner quelques exemples des cas d'usage. Claude ? Un exemple typiquement d'inbound marketing. Donc on a été, il y a Guy Hockey en 2017 est venu nous voir en nous disant nous on veut que quand les gens se connectent sur le site internet de notre agence, ils voient que nos agents sont des experts de leur territoire. Et donc ils ont demandé à leurs agents de rédiger des textes qui prouvent ça. Et évidemment, ça a été une catastrophe. C'est pas leur métier, ils savent pas rédiger. Ils faisaient des copier-coller. Enfin, ça a été absolument n'importe quoi. Et c'est normal, c'est pas leur métier. Du coup, Guy Hockey a demandé à une agence de rédaction de faire ça. Seulement 450 agences, un article par semaine. Ça se chiffrait en millions d'euros. Donc, c'était pas tenable. Et du coup, ils sont venus nous voir pour nous demander si on pouvait automatiser cette rédaction-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a publié chaque semaine un billet de blog par agence avec une information hyper locale. C'est-à-dire qu'on allait parler de la population, par exemple. Ça, c'est vraiment des chiffres type INSEE, c'est pas très passionnant. Mais on allait aussi parler des équipements sportifs. On allait parler des caves à vin. Donc ça, c'est... Il y a le Beaujolais nouveau qui tombe, même si c'est absolument immonde, peu importe.
on en profite pour parler des caves à vin. On a Roland Garros qui arrive, on en profite pour parler des terrains de tennis dans la commune. Et en fait, on utilisait à la fois l'information globale, nationale, et des données hyper locales pour aller parler de ce qui se passe autour de l'agence pour montrer qu'elle connaît son quartier, ce qui est vrai, mais elle ne sait pas le dire, et donc montrer que voilà, ce sont des experts de leur territoire. En termes de performance, ça a bien marché. Hein. Il y a même justement un exploitant de cave à vin qui est venu dire merci au directeur de l'agence pour le billet. Mais j'ai un client qui est venu grâce à votre billet sur votre blog. C'est une histoire vraie. Et le directeur ne savait même pas que le billet avait été publié, mais il a été remercié. Et par ailleurs, on a eu une progression moyenne par agence de 296%, donc près de 300% de visiteurs en moyenne de plus par an. Donc c'est vraiment des performances assez importantes avec cette preuve de « je connais mon quartier ». Donc ça, c'est vraiment un exemple d'inbound marketing. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est bien beau de faire de l'inbound et de faire venir les gens, mais si le produit lui-même est mal décrit, ça ne sert à rien. Donc dans le cadre de l'immobilier, si les annonces immobilières sont écrites avec les pieds, finalement, ce n'est pas ça qui va faire rester les gens. Donc c'est un ensemble et il faut arriver à utiliser tout ce qu'on peut de la technologie et des intelligences humaines pour que ce soit parfait de bout en bout. Merci Claude. Hélène, j'aimerais que tu nous donnes un exemple, un cas d'usage de l'intelligence artificielle dans l'inbound marketing. Alors moi, ce qui est important une nouvelle fois dans ce regard marketeur, c'est de le lier à ce funnel de conversion qui nous est si proche en B2B, même si en B2C aussi. Et donc, c'est d'identifier, et ça, c'est des processus qu'on a mis en place avec mes équipes quand je travaillais pour Comscore, d'identifier quels étaient les éléments qui permettaient à ce type de client de passer à l'étape supérieure, et de convertir ou d'avoir l'effet waouh pour essayer de reproduire sur des clients similaires des actions qu'on souhaite avoir. Donc c'est vrai que toute la donnée qu'on peut retirer à la fois du CRM, à la fois des visites sur le site, à la fois des contenus d'emailing comme on a vu précédemment à l'inbound marketing, tous ces différents canaux de communication nous aident à mieux identifier à quel moment notre client, notre lead peut passer à un stade avancé. Alors, c'est un peu le moment techno maintenant. Je vais demander à Benoît de nous parler d'un truc. Alors, je n'ai jamais le prononcé. GPT-3, c'est ça? C'est quoi ce truc-là? On entend parler un petit peu. Ton point de vue là-dessus? GPT-3, c'est un produit en fait d'une des boîtes qui est la mieux financée en intelligence artificielle aujourd'hui, qui s'appelle OpenAI et qui est donc une intelligence artificielle qui fait appel au machine learning, appuyé sur une énorme base de données, une base de données de texte, et qui permet au robot d'écrire automatiquement des contenus extrêmement cohérents. Alors, on s'est rendu compte que évidemment les contenus étaient super cohérents, mais ils n'étaient pas forcément vrais. Comme quoi, c'est beaucoup plus facile d'inventer des théories du complot, par exemple, ou d'imaginer des choses que de raconter la vérité. Ça demande beaucoup plus de nuances. C'est ce que disait d'ailleurs Camus quand il parlait du courage de la nuance. C'est beaucoup plus difficile d'être nuancé que d'être extrême. Et donc le robot peut raconter des contes de fées, vous mettez un début de texte et il va écrire la suite dans votre même style. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est super efficace pour écrire, vous savez, ces articles ou ces bouquins de développement personnel, ou comment je réussis ma vie, ou comment j'ai monté une start-up, j'ai vendu ma boîte et maintenant je fais du yoga et je vais vous apprendre comment réussir votre vie. Si vous les lisez, ces bouquins, que vous allez trouver dans toutes les bonnes maisons d'édition, en fait, c'est toujours les mêmes trucs. En fait, c'est une espèce d'algorithme de réussite de la vie. Et en fait, vous pouvez mettre ça en algorithme. Donc, il y a un étudiant qui s'est amusé à utiliser GPT-3 ou GPT-3 pour faire classe, pour écrire des articles pareils sur le développement personnel. Donc, ce type d'articles. Et ensuite, il les a publiés sur Internet. On les a juste un petit peu corrigés pour qu'il n'y ait pas trop de bêtises. Et ça a été extrêmement partagé. Il a eu un énorme succès avec ce truc-là, alors que les articles étaient complètement faux. Mais pas complètement faux, parce qu'ils étaient aussi faux que la plupart des bouquins bullshit que l'on peut acheter parfois sans faire attention, quoi. Donc ça montre bien que c'est très facile de raconter n'importe quoi et que du coup, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Ce que peut faire le robot, c'est nous aider peut-être à résumer, même si c'est difficile, il faut toujours repasser derrière ou à synthétiser et surtout à économiser du temps de travail pour pouvoir nous laisser le temps de l'analyse.
Et donc, par contre, de l'autre côté, sur le tri de l'information, pour le coup, le robot, il nous fait gagner énormément de temps. Et déjà, il nous fait gagner beaucoup de temps en stress, parce que le fait d'être submergé, on stresse tellement qu'en fait, on en oublie. En fait, on perd du temps, on passe notre temps en réunion à stresser parce qu'il y a trop d'infos et qu'on a l'impression de rater quelque chose. Et pour le coup, l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider à aller chercher la qualité, donc vraiment les éléments nutritifs dont on a besoin pour être intelligent. Et alors, si cette intelligence artificielle se développe de plus en plus, il va rester quelle place pour celles et ceux qui conçoivent, imaginent, rédigent et finalement nous amènent beaucoup de valeur? Il reste quelle place, Benoît? Déjà, si on pouvait avoir un robot qui nous empêche, qui pouvait faire notre place, les réunions Zoom, ces réunions qu'on a multipliées là, avec le confinement, ça serait quand même vachement bien. Je pense que l'intelligence artificielle doit nous aider à arrêter de penser comme des robots. C'est ton dernier mot? C'est ton dernier mot, Hélène? Quelque part, moi, je me dis que l'IA, elle nous donne la possibilité de prendre toute notre place, finalement. Parce que, certes, il y a plein de choses qu'on peut automatiser, il y a l'efficacité, ok, mais finalement, le job du marketeur, c'est de proposer le meilleur service, le meilleur message au bon moment. L'IA va sûrement nous permettre de trouver ces segments, de nous dire à quel moment précisément il faut attaquer. Néanmoins, c'est à nous de faire le pas. Donc pour moi, l'IA, les technologies nous donnent encore plus de visibilité et nous demandent de nous réinventer. Donc c'est dans ce sens qu'on a toute notre place à prendre. Alors, donc l'IA plutôt un assistant, quelqu'un qui nous accompagne, qui est Totalement. au service de l'humain et pas l'inverse. Exactement. Claude, ton point de vue là-dessus? En fait, pour rebondir sur GPT-3, justement, la problématique de GPT-3, c'est que c'est la théorie selon laquelle la machine peut apprendre toute seule. On lui donne un paquet de textes et elle va apprendre et elle va être capable de faire quelque chose d'intelligent. Mais non, parce qu'elle n'est pas intelligente. Et justement, derrière GPT-3, quand tu dis, Benoît, que c'est des textes cohérents, ce sont des textes qui sont très cohérents linguistiquement, mais pas toujours cohérent d'un point de vue conceptuel. Et on a plein d'erreurs de ce type-là, ce qui fait que quelqu'un qui utilise GPT-3, derrière, va devoir tout relire pour justement arriver à avoir quelque chose de cohérent, voire peut-être de vrai. La différence typiquement de ce qu'on fait nous à Scilab, c'est que justement, la place de l'humain est fondamentale, puisque on a des linguistes qui vont paramétrer le moteur, paramétrer les robots, pour être sûr que le robot ne raconte pas n'importe quoi. Donc effectivement, on a un robot qui peut pas, on lui commence un mot, il va dire tout ce qu'on veut derrière, mais on peut garantir que ce qui sort est correct et qu'il n'y a pas justement des dérives, même des dérives racistes qu'il y a pu avoir dans GPT-3. Donc ici, la place de l'humain, même déjà, est fondamentale, puisque au cœur même de l'IA, on a besoin de l'humain. Et sinon, derrière, pour prendre un exemple justement de nous libérer des tâches de robots, je sais que chez les médias, dans les médias, on demande toujours aux journalistes de travailler le SEO. C'est-à-dire, tu fais un article, mais non, il faut que tu utilises tel ou tel mot-clé. Mais ce n'est pas leur boulot. On demande aux journalistes, on demande à des humains de se battre contre des robots, c'est-à-dire contre Google, alors que ce sont des humains qui doivent apporter une valeur humaine. Donc, si on pouvait effectivement libérer les humains de devoir se battre contre Google, ce serait bien. Et pour ça, on peut utiliser des robots, justement. Et on va voir donc d'autres cas d'usage. Hélène, j'aimerais que tu me donnes des cas d'usage de l'IA dans les contenus. Quelques exemples encore. Alors, là, tu me prends un peu de court. Dans la chaîne de valeur, qu'est-ce qu'il y a comme bonne façon d'utiliser l'IA dans la chaîne de valeur? C'est vrai, tout d'abord, pour sourcer l'information, une nouvelle fois, en tant que marketeur, et pour reprendre l'exemple des newsletters qui avaient été mentionnés précédemment, c'est vrai que nous, on a utilisé des outils proches de l'IA, parce que ça n'allait pas encore si loin, pour aller sourcer des informations qui étaient proches des sujets qui pouvaient intéresser nos clients. Et par rapport à ça, essayer de proposer des newsletters qui soient adaptés à nos clients par segment, par région, par type de profil au sein d'un même client, et donc de pouvoir avoir un message toujours plus personnalisé qui soit du coup bien plus percutant. Donc c'était un exemple que je peux présenter. D'accord, donc de la curation, c'est ça? Exactement. Majoritairement.
Et tu t'en sers aussi pour la planification de tes contenus, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais c'est aussi essentiel parce que, bon, avoir un message, certes, mais il faut le pousser au bon moment, comme je l'ai mentionné précédemment. Et c'est vrai que le bon moment, finalement, c'est peut-être pas non plus à moi de l'identifier. C'est peut-être en fonction de l'action de mon client, au moment où il a téléchargé ce livre blanc, que là, il est apte, il est attentif et il souhaite avoir plus d'informations sur nous. Donc il faut profiter, et on profite de ce moment-là pour peut-être lui proposer un autre contenu similaire ou une démo en ligne en self-service avec des vidéos on demand. Et on sait que ces derniers temps, ce type de format a été privilégié à la place de démos en ligne parce que ça se consomme au moment où l'utilisateur le souhaite et non plus quand nous, on est disponible pour prendre un rendez-vous, etc. Merci. Question pour toi, Claude. Cette utilisation de l'IA, qu'est-ce qu'il y a comme avantage, comme bénéfice à utiliser l'IA dans cette chaîne de valeur des contenus? En fait, il y a plein d'avantages. Il y a aussi beaucoup de risques. On pourra y revenir, mais en tout cas, les avantages, c'est, comme on le disait, c'est la rapidité, c'est le fait de libérer l'humain de certaines tâches qui ne sont pas forcément ni les plus intéressantes, ni les plus à valeur ajoutée. Et ça se fait sur la totalité de la chaîne de valeur de l'information, que ce soit la récupération de l'info, l'écriture, faire venir l'internaute, le garder avec du linking automatique, du mailing, voilà, on peut absolument tout faire. Bon. On peut tout faire. On peut tout faire Non, après j'allais parler des risques, mais on pourra peut-être en parler après. On parlera peut-être des risques tout à l'heure. Tiens, Benoît, chez Flint Media, quel cas d'usage avec l'intelligence artificielle qui est au cœur de vos travaux? Je crois que le premier usage, on l'a dit, c'est gagner du temps par rapport au sourcing de l'info, aller chercher la bonne info, ça c'est clair, parce qu'il y a un tel volume. On a lancé un sondage avec l'IFOP la semaine dernière pour confirmer un peu tout ce qu'on pensait depuis quelques années. La submersion, le sentiment de se sentir submergé d'informations, c'est 70% des Français, toutes catégories confondues, toutes catégories sociales aussi également confondues. Le fait d'avoir du mal à trouver de l'information utile, c'est plus de 50%. Et le fait d'être déprimé par l'information, c'est 60%. Donc déjà, la dépression, ça vient aussi du stress d'avoir peur de rater quelque chose. Et c'est fort quand même, submergé, on est perdu et on est déprimé. Et 70%. Et le dernier truc, c'est 70%, on n'arrive pas à trouver d'infos utiles. On a du mal à la trouver. L'info ne nous intéresse pas. C'est toujours la même chose et on a du mal à trouver des choses intéressantes. Donc ce stress-là, je pense que l'IA permet justement de nous aider là-dessus. La deuxième chose, c'est la personnalisation. Mais il ne faut pas oublier que la personnalisation, il faut qu'elle se fasse en conscience. Si elle ne se fait pas en conscience, on a des modèles d'algorithmes comme ceux des réseaux sociaux qui vont renforcer des éléments de notre cerveau qui stimulent l'addiction et qui peuvent aussi polariser. Quelqu'un qui n'est pas extrême peut être amené par l'algorithme de Facebook parce qu'il est fait comme ça. C'est même pas Facebook qui le décide, c'est l'algorithme qui a établi sa propre règle, qui trouve ça beaucoup plus cool de balancer des contenus, de rendre quelqu'un extrémiste parce qu'il va avoir beaucoup plus d'engagement, ce qui crée plein d'effets de bord. Donc on voit bien que la personnalisation, elle doit aussi se faire avec une plus grande transparence dans les modèles et travailler les interfaces de façon à ce qu'il y ait une meilleure interactivité et que l'utilisateur ne subisse pas en fait l'automatisation, mais qu'il soit vraiment acteur aussi lui-même des algorithmes qu'il consomme. Je voudrais faire un petit exercice avec vous, en faire un petit peu de prospective sur une échelle de temps pas trop longue, 2, 3, 4 ans. Je voudrais qu'on reprenne le business model Canvas. On se projette à 4 ans là, à peu près. On va commencer par ce qui est au cœur du business model Canvas, la proposition de valeur. Comment vous la voyez à 4 ans? Je démarre par Benoît. Projection à 4 ans, j'ai toujours du mal, moi. Sincèrement, j'ai toujours fait des prédictions à la con, donc ça sert à rien. J'ai évité le plan quinquennal, Benoît, c'est bon. Non, je pense que le plus important, sur quoi, si on doit vraiment se concentrer sur un seul truc, on est ici pour parler de marketing. Le marketing, c'est le lien. Et c'est créer du lien. Alors l'automatisation peut quelque part nous aider en tout cas à personnaliser, à avoir les bons indicateurs, mais c'est un petit peu comme si vous voulez diriger une entreprise, c'est bien des fois d'avoir un imbécile à côté de vous qui va réagir très simplement, qui va vous donner quelques indicateurs au moins utiles. Mais c'est pas lui qui va diriger la boîte. Il faut que derrière vous ayez, avec tous ces indicateurs-là, la capacité d'analyse. Il est très facile pour une fake news, beaucoup plus facile pour une fake news de circuler autour de la Terre que pour une vraie info de circuler. C'est la même chose, il est beaucoup plus facile de détruire un lien
que de le construire, ça prend du temps. Donc la technologie doit nous aider à forger ce lien et on voit bien qu'elle ne suffit pas. Donc si moi j'imagine un marketing à 3-4 ans, c'est non pas un retour mais quelque part un rééquilibrage vers la création de valeur qui se fait autour du lien que l'on crée avec nos utilisateurs. Ok, merci. Exercice prospectif, toujours aussi fou, c'est pour toi Hélène, à 4 ans. Ben moi je me demande si il y aura vraiment qu'une seule proposition de valeur. Parce que finalement, c'est qu'est-ce qu'on propose et quel est l'objectif de notre entreprise pour ce marché, pour ce deuxième marché. Donc je me demande, est-ce que justement, avec tout le potentiel derrière l'IA, si justement on n'a pas en prospective la création de plusieurs propositions de valeur qui nous permettraient d'être encore plus pertinents pour un marché, pour un segment et autres. Claude, ton point de vue ? Mon point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, si on parle marketing, la problématique, de toute façon, c'est toujours la data. Donc on a beau avoir les outils les plus intelligents possibles, entre guillemets intelligents, bien évidemment. Si on n'a pas la data, ça ne sert à rien. Donc de toute façon, dans les 4 ans qui viennent, parce qu'on en est, malgré tout ce qu'on dit, on en est encore loin, la problématique, c'est arriver à récolter et à traiter et à nettoyer la data. Parce que nous, on a plein de clients qui nous disent « Non, il n'y a pas de problème, on a de la data. » Et puis après, on doit la traiter. Et il n'y a pas de data. Alors, ok, c'est très clair. On reste dans le business model Canvas. On va maintenant aller faire un tour du côté des segments de clientèle. On reste toujours sur la même échelle de prospective, de temps finalement assez court. Qu'est-ce qui aura changé pour ces segments de clientèle et puis qu'est-ce qui n'aura peut-être pas changé avec l'IA d'ici 2, 3, 4 ans? Pour moi, justement, c'est le moment de parler des risques peut-être. Malheureusement, je pense que ce qui aura changé probablement, c'est que on va être hyper catalogué, hyper mis dans des cases de plus en plus fines. Donc ça, en soi, c'est plutôt bien. Sauf qu'en fait, ces cases seront toujours fausses et qu'en fait, on va toujours nous présenter des choses qui ne nous correspondent pas vraiment et qui nous emmènent juste dans un but lucratif, voire même pire, un but plus démagogique vers des choses qui ne nous correspondent pas. Donc je pense que vraiment, malheureusement, dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, il y a un gros combat à avoir sur ces questions éthiques de fond, sur lesquelles il y a forcément un acte qui ne peut pas se limiter aux entreprises et qui doit passer par un niveau supérieur. Benoît, de ton côté, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui reste? Deux choses déjà, il y a un lapsus pur et pire, je trouve ça magnifique. Premier truc, c'est quoi le business dans 3 ans? Si tu m'avais posé la question lors du précédent événement il y a 2 ans, mais comment va être le monde dans 3 ans? J'aurais été super ridicule, toi, maintenant. Avec le recul, on voit bien que quand même les prédictions c'est cool. Je crois que la vraie, moi j'aimerais bien qu'on crée, alors, pour ce qui concerne l'information, qu'on puisse créer presque un label responsable de l'information. Alors responsable, c'est pas juste les producteurs, hein, mais c'est comme dans la bouffe en fait, c'est pareil. C'est pas que les producteurs qui doivent être responsables. Le consommateur lui-même doit être responsable. On dit souvent que le business c'est d'améliorer, de répondre à la demande, ou alors c'est un business de l'offre. Il faut avoir la meilleure offre. Moi, je pense qu'il faut un business qui améliore la demande. Et pour améliorer la demande, il faut que les producteurs soient responsables, que les diffuseurs soient responsables et que les consommateurs soient responsables. On met pas n'importe quoi dans son cerveau, quoi. C'est la même chose quand vous mangez, vous mettez pas n'importe quoi dans votre estomac. Il y a des vitamines, les trucs sont mauvais, le sucre c'est bien, mais trop ça va pas. Et ben c'est pareil pour l'information. Il faut qu'on soit responsable aux 3 niveaux. Et moi je verrais bien un label de responsabilité. Donc tu nous annonces la créature du Yuka de l'information, c'est ça? C'est la création du Yuka de l'information. C'est un des projets sur lequel on travaille. Ouais. Un projet. Hélène. Et pour continuer dans ces deux idées, ça reprend un peu le souci de clivage dans lequel on est même déjà aujourd'hui finalement. Et dans ce besoin de sortir de ces limites pour aller chercher plus loin. Et c'est vrai que cette idée de normes, de labels, nous rendrait aussi responsables finalement de qu'est-ce qu'on communique. Parce que finalement, retweeter, repartager une information sans même avoir lu l'information, ça se fait beaucoup. Donc, du coup, aussi, ce côté responsable, ce côté responsable et de l'information qui sera communiquée passe avant tout par ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, alors on a vu la proposition de valeur, on a vu les segments de clientèle, on va se mettre juste derrière la proposition de valeur sur les ressources, les tâches, les activités.
Qu'est-ce qui aura changé sur cette échelle de temps et qu'est-ce qui sera encore là? Hélène? Je me demande si on ne devrait pas considérer l'IA finalement comme une autre ressource. On a les ressources humaines, on pourrait avoir les ressources intelligentes. Et déjà en intégrant ce type de philosophie, finalement, ça nous permettrait de nous réaliser, nous opérationnels, moi opérationnel, que je ne travaille pas juste avec un rédacteur, juste avec un webmaster, juste avec des contents, mais également avec des intelligences techniques, je ne voulais pas utiliser le terme artificiel, parce que finalement, c'est aussi ça, ces ressources. Et donc, peut-être les gérer et apprendre à les gérer comme des ressources humaines, ce serait peut-être déjà une manière de prendre conscience qu'elles existent et qu'il faut les appréhender dans d'autres métiers. Ressources humaines, ressources machines. Benoît, tu vois ça comment? Je crois que la prochaine bataille, ça va être celle du cerveau. Quand on parle notamment d'information qui nous pousse à prendre des mauvaises décisions, on accuse la technologie, donc les réseaux sociaux, le moteur de recherche, tous ces outils. On accuse le gouvernement, les médias, tous les autres, quoi. On ne s'accuse jamais de nous-mêmes, quoi. Et le plus grand manipulateur, si vous avez fait un petit peu de sciences cognitives, c'est notre cerveau, quoi. Et le nombre de mauvaises décisions qu'on prend parce qu'on a des biais cognitifs qu'on n'analyse pas, ça nous fait perdre tellement de temps. Donc la technologie est importante. Accuser les autres, c'est bien. Maintenant, je pense que on voit d'ailleurs l'essor aujourd'hui des sciences cognitives et de ce qu'on appelle l'esprit critique. On en parle de plus en plus, même auprès du grand public. Je pense que s'il y a une bataille à gagner au sein de l'entreprise, mais pour nous-mêmes aussi, c'est celle du cerveau. Et si nos collaborateurs pouvaient justement arriver à identifier leurs biais, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus de temps. Claude, tu vois comment les choses? Juste pour rebondir sur cette question de biais, on a parlé dans d'autres conférences des problématiques que l'IA va proposer certains types de produits en association avec d'autres, et ce n'est pas toujours ce qu'il faudrait recommander. Mais en fait, ça, c'est des biais qui existent depuis toujours. Et quand on me parle de l'IA qui fait des biais dans la prédiction des crédits, pour avoir demandé des crédits, je sais que les biais étaient déjà là. Donc la problématique, c'est pas l'IA. La problématique, c'est la façon dont tu l'utilises, la façon dont on conçoit ces données, qui ne sont pas des vérités, en fait. Et donc toute la question, c'est comment on va arriver à interpréter ça en laissant une liberté et en évitant les doubles peines, comme il peut y en avoir beaucoup dans les attributions de crédit. Si vous cochez cette case, on vous en met plein la tête, alors que de toute façon, déjà, vous avez donné tout ce qui est revenu et sorti, donc ça ne sert à rien. Donc c'est une question de se poser les bonnes questions et pas se contenter d'appliquer un algo à des datas sans réfléchir. On continue notre petit tour sur ce business model Canvas. On a vu la proposition de valeur, on a vu les clients, on a vu les activités, les ressources. J'aimerais qu'on aille un peu sur la relation et les canaux de distribution. Claude, tu as un truc à nous dire là-dessus? Juste les canaux de distribution, en fait, si on le prend au sens strict, tous les canaux seront concernés. Nous, on a publié des textes écrits automatiquement, ont été publiés dans des journaux papier. Pas que sur le web, donc de toute façon, tous les canaux vont être concernés, que ce soit des canaux, effectivement, des médias, des médiums, ou que ce soit la façon dont on atteint les cibles avec des messages qui peuvent être de plus en plus hyper personnalisés, voire même intrusifs, mais d'une manière très perverse. C'est des choses qui sont possibles, donc c'est des choses contre lesquelles il faut se prémunir. Okay. Côté canaux de relation, canaux de distribution, qu'est-ce qu'elle en pense, notre directrice marketing? Moi, je me dis qu'on va devoir, nous, en tant que marketeurs, réfléchir non plus en termes d'un post ou une publicité, mais segmenter ça en type d'éléments. Donc, par exemple, un texte copy, un visuel, une accroche. Et oui, peut-être l'IA, elle identifiera quelle est la meilleure combinaison pour cette personne en particulier, qui soit le plus engageant et qui convertira le plus. Donc moi, j'irais plus dans ce type de démarche. Benoît? Je crois qu'on est en train de sortir du côté magique de l'intelligence artificielle et qu'en fait, c'est important que l'on fasse, qu'on puisse développer. Enfin, je ne donne pas des conseils, hein, sincèrement. En m'écoutant, je me rends compte que j'ai l'impression de donner des conseils un peu péremptoires, qu'en fait, pas du tout. Quand j'ai découvert l'IA, j'étais tout petit. J'ai appris à me rendre compte qu'en fait, ça me remettait beaucoup en question, y compris sur mes propres biais. Mais je pense que ce que j'ai appris, moi, c'est qu'on a besoin de développer, parce qu'on parle des canaux de distribution, donc de beaucoup de partenaires aussi, quelque part, qui vont
utiliser à chaque bout de la chaîne en fait la technologie. Je pense qu'il faut qu'on puisse développer à l'intérieur de chaque entreprise et chez ces distributeurs-là une culture de la data, une culture de la technologie, voire du langage, être capable d'avoir des data scientists aussi dans chaque entreprise et que ce ne soit pas juste réservé aux outils qu'on utilise. Je pense que la connaissance de ces outils-là et bien comprendre qu'en fait ils ont leurs limites, mais comme n'importe quel outil, un couteau, si vous l'utilisez mal, il vous coupe, quoi. Il vous fait mal, enfin il coupe, mais il peut aussi couper le doigt. Donc je pense que c'est cette culture-là qu'il faut développer et en sortir avec une espèce de vision magique en fait de l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'on n'en est pas très loin. Un autre enjeu, on le voit, on ne peut plus innover tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut que et là on finit notre chaîne de valeur, des business model Canvas. On va parler un peu des partenaires. Claude, c'est quoi les enjeux pour les partenaires à 3-4 ans là? En fait, si je rebondis sur ce qui a été dit, mettre un data scientist dans chaque entreprise, j'y crois pas trop, surtout qu'en fait, pour moi, c'est pas des data scientists, c'est plutôt des ingénieurs data. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui est un scientifique de la data, mais si déjà il y avait des gens capables de rendre des données propres, on aurait fait un énorme bond en avant, parce que les données sont sales. Grosso modo, il n'y a quasiment pas d'entreprise qui ait des données propres. Donc nettoyer les données, c'est déjà important. Et pour ça, il y a aussi des entreprises spécialisées. Et il y a toute une chaîne qui se met en place avec des spécialisations de plus en plus fortes. Là où avant, on avait des entreprises qui pouvaient faire un peu de tout en IA, ça ne marche plus comme ça. Il faut être spécialisé dans son domaine. Benoît ? Oui, c'est vrai. Et puis les données propres ne veut pas dire que l'IA sera forcément magique et merveilleuse. En tout cas, elle sera toujours aussi imparfaite. Mais au moins, on évitera d'utiliser les mêmes données dans d'autres systèmes. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi un contexte qui est autour de la donnée. Et ça, pour l'instant, l'humain peut le voir. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, encore une fois, bien remettre l'IA en fait, à sa place. Quand on parle de partenaires, on est dans un monde qui s'horizontalise de plus en plus, également même dans les entreprises, dans nos organisations. Et on se rend compte que quand on a une organisation qui est horizontalisée, il faut renforcer non pas la hiérarchie, parce qu'il y a la hiérarchie un tout petit peu différente, il faut renforcer les points de contrôle. Les points de contrôle, c'est ce qui permet d'éviter Cambridge Analytica, par exemple. C'est les effets dominos qui vont faire qu'en fait, on ne sait pas trop qui fait quoi, etc. Et on a des effets dominos qui peuvent être assez dévastateurs. Donc moi, je pense que cette question de points de contrôle à mettre en place dans les entreprises et avec les partenaires me semble essentielle. Donc si je te suis, labellisation, traçabilité, c'est faut contrôler, quoi. Je pense qu'il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Un petit peu d'ordre dans tout ça. C'est important. D'accord. Le mot de la fin, ça sera pour Hélène. Comment tu vois les choses avec les partenaires, Hélène ? Pour moi, il y a aussi le mot transparence. Parce que dans toute cette technologie, forcément, il y a un grand nombre de marketeurs et d'entreprises qui ne comprennent pas forcément tout, ou où il y a un côté obscur, clairement, et moi, il y a encore plein de choses, une majorité de choses que je n'ai pas encore compris. Et donc, il faut, pour s'acculturer, pour comprendre, il faut que les partenaires y jouent le jeu du partage et de la transparence de l'information. Et ça rejoint ce qui a pu être déjà dit dans la certification, transparence des informations, pour mieux accompagner et mieux donner les meilleures chances aux marketeurs finalement de faire son métier. Ça nous donne plein de choses à construire en fait. Il y a du taf, les amis. Non, c'est ça, il y a beaucoup de boulot. Bon, mille merci en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Inbound Marketing France continue pour cette édition 2021. Je vous encourage à aller faire un tour sur le programme, sur le site web. Il y a beaucoup de tables rondes, beaucoup de workshops, beaucoup de conférences à aller grignoter, picorer. Allez-y, c'est de la gourmandise. Servez-vous et à très très vite. Merci beaucoup. Ciao.